Château de la Nuit, Patrice Galbaud présente ce soir Champs-Élysées de Pierre-Olivier, avec Maya Simon, Gérard Lartigot, Pierre-Olivier l'auteur et Patrick Liégibel. Réalisation Maurice Audran. Mais enfin, cher Ninon de l'Enclos, vous l'avez dit ou non? Je l'ai dit, mon bon Napoléon, je l'ai dit, mais pas dans ces termes-là. Vous étiez persuadé que votre dernière heure était arrivée. Or, ce n'était pas vrai puisque vous avez vécu encore 10 ans. Eh oui, mais comment savoir? J'avais quand même 80 ans déjà, ce qui est un très bel âge, en 1696. Mais enfin, qu'avez-vous dit? Oh, tout simplement ceci. Si l'on pouvait croire, comme Madame de Chevreuse, qu'en mourant, on va causer avec tous ses amis dans l'autre monde, il serait doux de le penser. Vous remarquez que je l'espérais seulement, sans y croire beaucoup. Et pourtant, nous voilà. Eh oui, Casanova, et ce fut pour moi une fort agréable surprise en venant ici. Mais je ne pouvais penser ni à vous, ni à Napoléon, puisque quand j'ai quitté la Terre, vous n'étiez pas né. Oh, il s'en est fallu d'assez peu. Lorsque je suis venu au monde, vous ne l'aviez quitté que depuis 19 ans. Et pour moi, ce fut 63 ans. C'est-à-dire rien. Maintenant, nous en sommes sûrs. Oh, Casanova, je ne sais trop votre degré de sincérité. Vos dernières années en Bohème, comme bibliothécaire chez ce comte de Wallenstein. Wallstein, sire. Ne m'appelez pas sire, vous savez bien qu'ici, ça ne se fait pas. Et puis vous n'ignorez pas que Waldstein ou Wallenstein, c'est pareil. C'était simplement pour m'amuser, mon cher Napoléon. Vous m'avez interrompu. Où en étais-je donc? À mes vieilles années de bibliothécaire. Ah oui. Ne me dites pas que vous ne sentiez pas le poids du temps. Sans doute. Mais pas plus que vous à Sainte-Hélène, si j'ose en parler. Plus rien ne peut nous atteindre. Au contraire, j'ai de là-bas, parmi d'autres moins agréables, le charmant souvenir de Betsy Balcombe. C'est probablement la seule femme de ma vie qui fut parfaite. Oh, c'était une enfant. Mais déjà une petite femme, vous pouvez me croire. Au moins, elle n'avait pas la moindre arrière-pensée, elle. Eh non, pas comme les femmes de vos deux généraux de Sainte-Hélène, Napoléon. Vous trouviez auprès de celle-là des satisfactions, disons, plus tangibles, ce qui vous permettait de folâtrer en toute innocence avec la petite fille. Mais ces dames n'ont pas eu à regretter leur exil. Votre générosité à l'égard de ces familles fut véritablement impériale. Et vous, Ninon, quels étaient vos rapports avec l'argent? J'ai toujours eu de quoi subsister, et même de quoi tenir un certain rang. On a pourtant parlé d'une rente de 2000 livres, en récompense de certaines bontés de votre part pour le cardinal de Richelieu. C'est une simple calomnie, d'abord du cardinal de Rais, puis, hélas, de ce pauvre petit Voltaire. À qui vous avez légué une somme d'argent pour racheter des livres. Oh. Belle récompense pour sa bienfaitrice. Je l'ai rencontré il y a peu de temps et nous en avons beaucoup ri tous les deux. Il ne s'amuse pas toujours. Il passe son temps à éviter les grands révolutionnaires qui, eux, le recherchent. Oui, comme une sorte de père spirituel. Spirituel, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est une paternité qu'il rejette avec vigueur. Et sans doute avec une mauvaise foi que nous lui connaissons. Si Voltaire avait ses faiblesses, moi j'avais un faible pour lui. Il avait tant d'esprit. Et peut-être le fait que nous ayons connu la prison tous les deux nous avait-il un peu rapprochés. Enfin, il a tout de même défendu de bonne cause. Et cependant, par ailleurs, je pense que c'était un amant assez quelconque. Comment pouvez-vous le savoir? Je m'en étais toujours douté. Mais c'est que moi aussi, je le rencontre de temps à autre. Il me l'a tout bonnement avoué, ou à peu près. À cet égard, j'aimerais bien que certains que je connais aient fait montre d'un peu plus de modestie. Ah, défendez-vous, Casanova. À quoi bon? Oh, si vous voulez dire, Ninon, que mes mémoires ont un peu enjolivé la vérité, eh bien oui, j'avoue. Mais il s'agit d'une œuvre littéraire. Oh, littéraire. Mais oui, littéraire. Pourquoi pas? De nos jours, enfin je veux dire, de ces jours qui ne sont plus les nôtres, on lit encore les mémoires de Casanova. Et dites-moi, représente-t-on toujours Irène ou Zaïre de notre grand Voltaire? Bien répondu, mon ami. Mais ne vous échappez pas pour autant. Prenons des exemples précis.
Votre monsieur Sicou, sans désemparer, si j'ose dire, j'espère me faire comprendre. Où est la vérité de ce monsieur Sicou? En dessous, je crois. Ce devait sûrement être un peu moins. Dont acte, mon cher. Et cette dame à une fenêtre de la place de Grève, assistant à une exécution capitale, elle ne trouve pas l'émotion suffisante, elle accepte les hommages du narrateur, vous, en l'occurrence, sans cesser, toujours accoudé, de regarder le supplice. Qu'en pensez-vous? Que ce fut presque vrai. Oh. Mais pas tout à fait. Les femmes sont imprévisibles, aussi dans ces domaines. Vous avez raison, mais à chacune ses impulsions. Pour ma part, jamais je n'eus besoin de satisfaction morbide pour parvenir, disons, à mon équilibre. Oh, soyons prudents, ma chère. Moi, je suis assez de l'avis de cet auteur scandinave qui affirme que l'amour civilisé est un sentiment très frelaté, compliqué, et qu'au fond, il est malsain. Eh bien, je crois qu'ici, on a besoin de moi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, qui êtes-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Et en quoi pouvez-vous nous aider? D'abord, comment vous nommez-vous? Rabouille. Étienne. Hein? Eh oui, Étienne Rabouille. Connais pas. Vous êtes nouveau? Je viens d'arriver. Ah, c'est pour ça que vous avez encore votre accent. D'où êtes-vous? Du sud-ouest de la France, sire. Ici jamais de cire, sachez-le, Rabouille. Mais bien sûr qu'il est nouveau, Napoléon. Vous savez bien qu'il perdra son accent et sans tarder. Mon ami, écoutez, ici vous n'entendez ni l'accent corse, ni l'accent italien de Casanova, ni même ce bizarre accent bourguignon qui fut un peu le mien pour obéir à la mode du temps de Louis XIV. Et pourquoi perd-on son accent? Nous n'en savons rien. Nous avons beaucoup à apprendre, car ici, c'est encore un passage vers autre chose. Taisez-vous, Casanova, je vous en prie. Ce n'est pas là notre affaire. Alors, nous sommes dans une salle d'attente. Il est vrai que j'en ai l'habitude. Tiens, pourquoi dites-vous cela? Je suis... j'étais commissaire de police. Oh, quelle horreur! Oh non, 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 j'ai eu mon Fouché, cela suffit. En fait, j'y pense, nous ne l'avons jamais rencontré, celui-là. Peut-être y a-t-il un lieu de séjour pour les défroquer? Ninon, attention, cela ne nous regarde toujours pas. Ou alors l'explication serait-elle dans ces mots de Lamartine sur Fouché? Il ne lui manqua rien en habileté, peu en bon sens, tout en vertu. Prenez garde, Napoléon a raison. Nous n'avons rien ni personne à juger. Oui, c'est fini, j'espère. Bon. Mais j'attends que l'ex-commissaire... Rabouille. Ah oui, Rabouille. Il faudra nous faire à ce nom. Eh bien, Rabouille, tout à l'heure, vous nous avez dit, je crois qu'ici, on a besoin de moi. Je ne vois pas du tout en quoi. Mais pour clarifier un peu. Clarifier quoi? Mais votre enquête. Il n'y a là rien de tel. Et pourquoi ne pas appliquer la question, la torture, pendant que vous y êtes? Oh, vous retardez. Dans la police, ça ne se fait plus. Oh, juste quelques petites bousculades. Des passages à tabac? Ah, vous connaissez? Mais moi, j'ai toujours été pour la manière douce, avec seulement des petites conversations. Des interrogatoires? Eh bien, oui. Non, je voulais seulement vous faire gagner du temps. Mais nous avons l'éternité devant nous. Casanova, faut-il que je vous rappelle encore à l'ordre? En somme, commissaire, qu'avez-vous à nous proposer? Un petit jeu de questions et réponses. Ça peut éviter de se perdre en route. Et puis moi, je ne sais encore rien à votre sujet, à tous les trois. Ou si peu, par quelques livres. Si je me suis permis cette intrusion, c'est en toute humilité, avec une certaine naïveté. Hein. Mais si vous croyez que c'est inutile... Oh, mes amis, que risquons-nous? Nous pourrons peut-être nous amuser, qui sait? Bon, commençons par vous, Madame Ninon. Pas Madame Ninon, je vous en prie. Ça fait procureuse, comme nous disions. Tenancière, si vous préférez. Alors, Ninon tout court, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Tout à l'heure, vous avez dit en substance que vous n'aviez pas besoin de perversion pour parvenir à votre équilibre. Joli mot, d'ailleurs, que cet équilibre. Vous écoutiez aux portes, monsieur Rabouille? Porte. Façon de parler. Répondez, mon ami. Oh, juste un petit peu. Des formations professionnelles, sans doute. au fait, Rabouille, au fait, quand je pense que vous vouliez nous faire gagner du temps. Pardonnez-moi. Donc, Ninon, cet équilibre,
C'est l'accomplissement parfait de vos satisfactions sexuelles, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Sauf que nous n'employons jamais ce genre de mots. Ah, le dialogue va être difficile pour moi. Vous l'avez voulu. Continuez. Cet équilibre, l'avez-vous jamais atteint véritablement, Ninon? Je ne sais pas si je dois répondre. Oui, bien sûr, la vérité. Celui qui a dit que la vérité était l'accident de l'erreur n'avait pas tort. Alors, n'est-ce pas? Essayez quand même. Eh bien, la vérité est que je n'en sais rien. Comment ça? Mais tout le monde ment. Et tout le monde se ment dans cette affaire, surtout parmi les femmes. Et pourquoi cette discrimination? Là, vous allez un peu dans tous les sens. J'y serais venue, mais puisque vous le voulez, soit. Pour les hommes, c'est différent. Que ce soit dans les prémices ou dans l'aboutissement, il y a tout de même des preuves tangibles. Ces dernières ont quand même leur signification. Je demande la parole. Ah, j'allais la demander. Ça m'intéresse de plus en plus. Mais allez-y, Casanova. Moi, je veux bien, mais mon enquête se disperse. Non, personne ne vous en tiendra rigueur. Je voulais seulement dire à Ninon qu'elle a raison. Mais pour les seules apparences. La mécanique fonctionne quand elle le peut, bien sûr, et elle le peut souvent. Mais pour ce qui est de l'intensité et de la qualité des satisfactions, il y a toutes les nuances qui ressemblent parfois à des abîmes. Mais c'est absolument comme pour nous. Sûrement pas, Ninon, sûrement pas. Car pour vous, les femmes, le piège, c'est justement ce que vous appeliez des preuves tangibles. Nous aussi. Et souvent, par une sorte de compassion ou de simple bonne éducation, nous laissons croire en un 7e ciel dont nous sommes fort éloignés. Je ne le sais que trop. Mais ces fameuses preuves, même si le doute vous venait à leur sujet, vous y tenez plus que tout. Car la grande affaire, c'est votre application à plaire et à être désiré. Voilà, c'est tout. À vous, mon cher Raboul. Merci. Ninon, vous n'avez pas entièrement répondu. Oh. Vous avez dit tout le monde ment, tout le monde se ment. Or, vous venez d'entendre le point de vue d'un homme. Et vous? Mais que vous dire, mon cher? Je ne sais pas. Et en tout cas, on ne peut pas se fier aux confidences entre femmes. Et Dieu sait si j'ai pu en entendre. Aux deux extrémités de la chaîne, il y a deux sortes de maillons. D'une part, on trouve celles d'entre nous qui n'éprouvent qu'un très violent déplaisir à ce genre d'exercice. Et là, il n'y a guère de doute possible. Encore que... Encore que? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Encore que... Il peut y avoir des cas rarissimes de conversion soudaine. Mais enfin, pour ce qui est des rétives, on ne peut pas rejeter leurs confidences. La plus menteuse ne dépose pas... de gaieté de cœur, une arme majeure au pied d'une rivale, car nous sommes toutes rivales, ne l'oubliez pas. Et à l'autre bout de la chaîne, que trouve-t-on? Oh, assez peu de personnes, et là, il faut être prudent. Mais j'ai la conviction qu'il existe de merveilleux mouvements d'horlogerie des filles de Vénus qui en viennent toujours à leur fin. Mais si je les envie un peu, je les plains aussi, car elles risquent d'y perdre la tête. Surtout si elles tombent sur des Casanova. Pardon, mon cher, ça m'a échappé. Il n'y a pas de mal, c'est devenu un nom commun. Je n'y suis pour rien. Mais cela ne vous fait pas de peine? Oh, maintenant. Mais vous remarquez que Ninon n'a toujours pas avoué. C'est vrai. Alors, Ninon? Oh, vous l'avez compris. Eh bien, je me rangeais dans la catégorie du milieu, la plus nombreuse. C'est-à-dire? Celles qui réagissent très différemment, suivant l'occasion, le moment, les partenaires. Celles qui, au mieux, sont, en toute bonne foi, persuadées qu'elles ont atteint ce sommet dont on parle tant et qu'on voit si peu. Mais qu'importe. Il n'y a justement que cette bonne foi qui sauve. Eh oui, j'avoue que j'aimais encore plus les plaisirs que le plaisir, qui tout de même en fait partie. Et puis j'aimais l'amitié, et les gens d'esprit, et les joies du cœur. J'aimais la vie, c'est tout. Mais alors, à quoi attribuez-vous le très grand nombre de vos amants?
À mon bon plaisir, tout simplement. À ma curiosité des êtres, à ma faculté d'enthousiasme, à mon sens de la vraie liberté, à mon penchant à aimer et puis à désaimer. Est-ce que tout cela ne vous suffit pas? Ah, Ninon, vous êtes une adorable personne. Combien je regrette de n'avoir pu vous connaître. Vous n'auriez pu me supporter longtemps et je pense que c'eût été réciproque. Mais pourquoi pas, en effet. Tenez, il me revient un mot de moi, je vous en fais cadeau. Donnez toujours, mon ami. L'amour n'est fou que dans les fous. Vous ne pensez pas, Rabouille, que c'est assez parlé de moi? Je brûle d'entendre l'interrogatoire de ces messieurs, qui ont fort à nous raconter. Soyez tranquille, je ne me déroberai pas. Moi non plus. Oh, pour ce qui est de vous, Casanova, je n'en doute pas. Et nous aurons tout notre temps. Allez, Rabouille. Mais j'ai l'impression que Ninon ne tient pas à nous parler de ses amants. C'est que la liste est longue. Il vaut mieux faire un choix. Vous n'avez pas que de bons souvenirs, c'est ça? Bien sûr, un peu, mais à part un seul, qui fut le drame de ma vie et dont je ne parlerai pas. Et pourquoi? Ne répondez pas, Ninon. N'insistez pas, commissaire, je vous en prie. Soit. Mais les autres mauvais souvenirs? Oh, ils n'ont aucune importance. Je ne veux garder que le meilleur. Ajoutons qu'il y a des gens que j'ai oubliés vraiment. Non, si vous permettez. Napoléon, tout à l'heure, faisait allusion à mes fonctions de bibliothécaire. Et je me souviens d'avoir pris le plus vif plaisir à lire vos lettres au marquis de Sévigné. Et il y en a, je crois, plus de 50. Et ce sont des merveilles d'intelligence et de sensibilité. J'en sais encore certains passages par cœur, tant cela m'avait plu. Eh bien, Ninon, parlez-nous de monsieur de Sévigné. Duquel? Comment, duquel? Oui, il y eut dans ma vie le père et le fils. C'est normal. C'est normal. Enfin, presque. J'ai vécu si longtemps, et comme le ciel m'a accordé d'être une vraie femme pendant bien des années. J'ai compris. Et lequel de ces deux Sévigné était-il l'époux de la marquise? Le père. Un peu léger, certes, mais un homme charmant, pour qui j'eus une réelle inclination, d'autant plus qu'il mentait le moins possible, et je ne connaissais de honteux dans le commerce de la tendresse que le mensonge et l'artifice. Et la marquise de Sévigné dans tout ça? Oh, elle avait bien d'autres préoccupations, et tout ce qui pouvait la soulager du devoir conjugal venait pour elle comme une aubaine. C'est à tel point qu'on m'a rapporté, par la suite, lorsque j'eus des bontés pour son fils, qu'elle avait écrit à ce dernier: « Oui, Ninon a gâté votre père, et cette passion ne m'a pas été plus inconnue qu'indifférente. » Peut-être par orgueil, une indifférence feinte. Ne croyez-vous pas? De l'orgueil, elle en avait, mais elle ne le plaçait pas dans cet endroit. Non, la marquise était un animal à sang-froid. Fort bien. Mais ces lettres dont parlait M. Casanova, à qui étaient-elles adressées? Au fils, mon cher Abouille, au fils. Car pour le père, il mourut à 27 ans. Oui, il s'était marié à 20 ans. Peu après, j'étais sa maîtresse. Mais lorsqu'il s'est fait tuer dans un duel stupide, depuis longtemps, il avait volé dans d'autres bras que les miens. C'était tout d'allègre superficie. Bon cœur et probablement peu de tête. C'est assez dire qu'il était mal assorti avec la marquise. Bon. Alors, parlez-moi du fils. Oh, je crains que ce ne soit d'une grande monotonie. Il avait autant de charme que son père, mais il avait plus de mérite. Je garde de lui un très bon souvenir. Pouvez-vous donner quelques précisions? Ah, Rabouille, prenez garde. Avant que vous ayez levé le pied, je vous vois la semelle. Ah, expression fort imagée, mon ami. Elle n'est pas de moi. Je ne sais pas où je l'ai ramassée. Mais que vouliez-vous dire à Rabouille? L'avertir qu'il ne doit pas compter sur moi pour des récits d'alcôve. Je ne suis pas bégueule, mais c'est un lieu que j'ai beaucoup trop fréquenté. Oh, nous sommes un peu déçus, n'est-ce pas, Casanova? N'en doutez pas. Et cependant, je pense qu'on pourrait laisser à Ninon quelques repos. Elle a fort bravement répondu. Je voudrais simplement lui rappeler 2 phrases de ses lettres au jeune Sévigné. Voici la première.
Souvenez-vous que je n'ai que les dehors d'une femme, et que je suis homme par le cœur et par l'esprit. Bravo. C'est ce qui fait d'elle une femme d'exception. Exception heureuse pour les autres. Alors, toujours misogyne, Napoléon? N'exagérez pas. J'ai rencontré peu de femmes de votre qualité. Tant mieux. Ce serait d'une monotonie accablante. Si vous ne voulez pas connaître l'excellent conseil de Ninon à Sévigné pour la conquête des femmes... Mais si, nous brûlons de l'entendre. Écoutez, il n'y en a guère parmi nous qui n'aiment mieux être un peu brusqués que trop ménagés. Les hommes manquent plus de cœur par leur maladresse que la vertu n'en sauve. Cela, j'y crois toujours et de toutes mes forces. Mais c'est une sorte de recommandation dont vous n'aviez pas besoin, Napoléon, ni surtout vous, Casanova. Peut-être, mais en 3 mots, vous avez exprimé ce que j'ai pensé toute ma vie. Vous savez, c'est ça le talent. Vous êtes trop indulgents, tous les deux. Et pourtant, savez-vous, le titre que Saint-Évremont, mon très fidèle ami, avait trouvé pour un portrait me concernant? Non. Portrait de la femme qui ne se trouve point et ne se trouvera jamais. Alors là, je ne comprends plus rien. Mais ma parole, Rabouille, vous boudez comme un enfant. Ce n'est pas ainsi que je me représentais les modernes commissaires de police. Qu'avez-vous donc? Je suis un peu découragé. Je ne peux pas toujours vous suivre tous les 3 dans vos raisonnements. Tantôt vous êtes ceci et puis cela, c'est-à-dire le contraire. Alors je m'y perds. Je vois tout ce qui nous sépare. Et j'ai un peu honte de ce que je suis. Il y a un abîme entre nous. C'est parce que vous êtes nouveau. Vous verrez, cela va s'arranger. Ici, il n'y a pas de différence entre les gens. Oui, mais je suis un cocu. Vous étiez... Et alors? Nous l'avons tous été. Alors, vous comprendrez bientôt le peu d'importance de la chose. Et pourtant, j'étais un cocu jaloux, souffrant, vous pouvez me croire. Alors, vous la reprenez, cette enquête? Si vous croyez que je peux, je veux bien. Voyons. Quel fut votre premier amour? Oh, tout à fait platonique. C'était à Valence, j'avais 17 ou 18 ans. Je tombais amoureux pour la première fois. Caroline du Colombier était la fille d'une bonne famille de Valence. Elle était belle, avec une poitrine généreuse, une beauté plantureuse. À l'époque, maigre à faire peur, j'étais à son opposé. Après tout, c'est peut-être pour ça que nous nous sommes aimés. Enfin, moi, je l'ai aimée. C'était pas réciproque. Je pense que si, mais comment savoir? Elle vous en a pas donné des preuves? Oh, si. Je revois le grand verger plein de cerisiers. Nous y passions des heures de bonheur. Pour simplement cueillir des cerises? Non, tout de même. Ce furent là mes premiers baisers. À presque 18 ans? Et vous aviez encore votre virginité? Mais oui, j'avais le respect de la jeune fille. Cette Caroline était la première que je connaissais. Je ne saurais dire comment tout cela ne s'est pas terminé par un mariage. C'est pourtant dans le même temps que lors d'un voyage à Paris, je perdis mon pucelage avec une fille du Palais Royal, lieu de toutes les débauches. Je sais même la date exacte, le 22 novembre 1787. J'avais donc 18 ans et 3 mois. Mais vous avez vite rattrapé votre retard. Par ailleurs, si l'on en croit Mademoiselle Georges de la Comédie Française, vous eûtes même des façons brusques et cavalières. Oui, elle raconte que je lui faisais dire de se préparer, que je la faisais attendre des heures dans un salon, puis que j'entrais tout à coup et m'emparais d'elle sans même me défaire de mon sabre. Et elle ajoute que cette passe d'armes était fort brève. Et qu'en est-il exactement? À la vérité, je n'en sais trop rien. C'est possible. Mais Mademoiselle Georges, que j'admirais beaucoup comme tragédienne, ne fut qu'un caprice, une passade. Je n'étais pas le même homme lorsque j'aimais. Et Joséphine, Marie-Louise ou Marie Walewska pourraient en témoigner. J'allais y venir. Voulez-vous nous parler de Joséphine? Puis-je intervenir? Alors, si c'est en rapport direct avec la question, oui. Mais bien sûr. Il y a des documents incomparables sur cet amour. Ce sont les lettres de Napoléon à Joséphine. Ah, ne nous dites pas encore que vous les avez par cœur. Il y en a trop. D'Italie, notamment. Vous lui écriviez tous les jours. Mais oui, et je me souviens de lui avoir écrit « Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer ». Et c'était vrai. Et tous les jours, elle vous répondait? Elle était trop occupée par ses amants. Ah, et le saviez-vous? Pas vraiment, mais je m'en doutais.
Rongé par la jalousie, je souffrais 1000 morts. Et vous ne la ménagiez pas. Tenez, voici quelques phrases. Ta dernière lettre est froide comme l'amitié. Tu n'es affecté par aucun sentiment profond. Tu me traites de vous toi-même. Tu es pour moi un monstre que je ne puis expliquer. Tu as inspiré à mon corps une ivresse qui le dégrade. Vous avez osé lui dire tout ça? Et sous l'empire de la jalousie. La jalousie est un manque d'estime pour la personne que l'on aime. Il est vrai que j'étais violent et même tyrannique. Plutôt. Permettez cette dernière citation. En mon absence, ne sois pas gai, mais un peu mélancolique. Aime-moi comme tes yeux, aime-moi plus que toi. Mais vous n'avez retenu que le côté le plus fâcheux de ces lettres. Mais combien de cris d'amour ne lui ai-je pas lancés? Tenez, je me souviens qu'à Lodi, ayant reçu d'elle l'annonce d'une grossesse, d'ailleurs fallacieuse, je lui ai écrit des mots délirants d'amour et de joie. Et 8 ans avant d'être empereur, est-ce que vous ne pensiez pas déjà à la dynastie? Confusément, peut-être. Mais quel est l'homme qui ne se réjouit pas de la future naissance d'un premier enfant? Notre ami Rabouille a peut-être été un peu dur, mais c'est son rôle. Il est vrai que vos lettres sont des modèles d'amour et même de sensualité. L'une d'elles se termine par un baiser plus bas que le sein. Voulez-vous nous parler du divorce avec Joséphine? À quoi bon vous dire ma peine, mes hésitations, les tractations avec Rome pour l'annulation? Je peux vous affirmer que si elle m'avait donné un fils, je l'aurais gardé. Mais ce que je croyais être l'intérêt de la France l'a emporté. Je l'aimais, malgré sa coquetterie, sa frivolité, ses extravagances et ses prodigalités fabuleuses. Et surtout, je m'amusais avec elle, ce qui est si rare et qui fut si exceptionnel dans ma vie. Eh oui, il semble que l'impératrice Marie-Louise ne brillait pas par la pétulance. Non, ce n'était point là son affaire. Mais elle était très bonne, de caractère irréfléchi, léger, d'esprit et de sens politique nul. Cependant, je lui laissais la régence de l'Empire pendant mes absences. Je l'ai aimée, et songez que 11 mois après notre mariage naissait le roi de Rome. Et elle vous a abandonné dans les mauvais jours. J'ai été aveugle à son égard. À Sainte-Hélène, je croyais encore qu'elle viendrait me rejoindre. Naïveté de ma part. Elle était faible et sans caractère. Elle s'est bien remariée. Oui, 2 fois. D'abord avec Népergue, qui n'était guère recommandable et qui lui a fait 3 enfants. Puis avec monsieur de Bombelle. Mais cela m'importe peu. Le plus grave à mes yeux, ce fut qu'on l'a séparée de notre enfant pendant 17 ans et que cela ne l'a pas bouleversée. Elle est revenue près de lui pour le voir mourir. Heureusement pour moi, à cette époque, j'avais quitté Sainte-Hélène pour toujours. Pardonnez mon ignorance, Marie-Louise n'était pas non plus à l'île d'Elbe. Mais non. Là-bas, ma consolation fut d'avoir près de moi ma sœur, Pauline. Ah, la belle Pauline. Et je ne savais pas trop comment vous en parler. Et pourquoi ça? À cause de tous ces bruits qui ont couru sur vos rapports intimes avec elle. Ce sont des infamies. Jamais il n'y eut rien de tel. Il est vrai que parmi ses sœurs, Pauline était ma préférée. J'avais toutes les faiblesses pour elle, et elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais je l'aimais. Jamais je n'ai pu longtemps lui tenir rigueur de ses folies. Son premier mari, le général Leclerc, mon ami personnel, a eu beaucoup de patience avec elle. Il lui en fallait. Même pendant ce séjour à Saint-Domingue où elle était allée le rejoindre, elle a mené une vie très dissolue. Je crois même savoir que c'est de là-bas qu'elle a rapporté la sale maladie, dont d'ailleurs elle est morte plus tard. Vous ne tenez pas à nous parler des aventures de Pauline? Ah, sûrement pas. Mais je regrette de la voir en 1810 éloignée de la cour, parce qu'elle avait manqué de respect à l'impératrice. Enfin, j'affirme que c'était un grand cœur. Lorsqu'elle est morte à Florence, elle a été unanimement pleurée. Les dernières années, elle avait été pour tous d'une inépuisable charité. Et ce n'était pas une dame patronnesse hors d'usage. Elle avait 45 ans. Et Marie Walewska, la plus aimée, disent certains auteurs. Loin de moi la pensée de renier qui que ce soit. Mais avec quel instrument mesure-t-on l'intensité de l'amour? Il y a les circonstances, les lieux, l'occasion et le moment. Il est vrai que lors d'un bal en Pologne, j'ai été ébloui par cette superbe créature et que très niaisement, j'ai dit en la regardant fixement, « En Pologne, toutes les femmes sont belles. » C'était assez piètre. Et ça a suffi. Il faut croire.
Tout au moins pour un premier jour, à en juger par la suite. Et puis, c'était l'empereur qui parlait. Ce n'est pas très gentil pour moi, mais il y a peut-être du vrai. Voulez-vous nous raconter la suite? Est-ce bien utile? Oui, je suis tombé amoureux, comme un collégien. Mais un empereur collégien, est-ce très savoureux? Un fils est né de cette liaison. Oui, mais ce n'était plus le même débordement de joie que lors de la fausse grossesse de Joséphine ou pour la vraie de Marie-Louise. D'autant plus que j'ai eu d'autres enfants naturels. Dont celui de la dame de Carcassonne. Ah, vous savez ça, Rabouille? Eh oui. Dont celui-là ou celle-là, je ne sais trop. Comment, avec votre prodigieuse mémoire? C'est qu'elle n'a plus rien d'extraordinaire et j'en suis fort aise. Il faut se délester peu à peu de tout cet encombrement inutile. Cette dame me revient à l'esprit pourtant. Je ne sais plus son nom, mais qu'importe. À Carcassonne, j'ai vécu quelques belles heures. Tout cela était empreint de gentillesse et de sincérité. Et de volupté, bien sûr. De volupté peut-être, mais pas bien sûr. Allez savoir. Enfin, je sais que c'était agréable. Mais dites-moi, Rabouille, est-ce que ça ne suffit pas pour le moment? Nous reprendrons cet interrogatoire plus tard. J'ai envie d'entendre Casanova. Il nous dira ce qui est purement littéraire dans ses aventures, j'en suis certain. Sans échappatoire, je le promets. Mais il n'y a pas que de l'érotisme dans ma vie. J'ai tout de même rapporté beaucoup d'argent à la France. Voilà qui est nouveau. Non, pas. C'est tout de même moi qui ai introduit la loterie dans votre pays. J'ai su convaincre Louis XV du parti qu'il en pourrait tirer pour ses finances. Ainsi fut créée la loterie royale. Cela a duré 74 ans, presque sans arrêt. Et elle fut aussi la loterie impériale, si je ne m'abuse. Oui, cela me revient. Cependant, je sais aussi que venant de votre même Italie, sous François Ier, il y avait eu la même loterie au bénéfice de l'État, toujours. Et sous Louis XIV, après une longue interruption, le gouvernement se remit à vendre du rêve. Oui, mais Napoléon se trompe. Ce n'était pas la même loterie. La mienne était bien mieux conçue et rapportait beaucoup plus. Et après une interdiction respectée pendant presque 100 ans, on a remis ça. Ah, moi, ces choses étaient loin de moi. Oh, je pensais peut-être que heureux au jeu... Oui, mais les succès que vous n'avez pas eus au jeu, les avez-vous remportés en amour? Oh, sûrement pas. Je vous l'ai dit, j'ai été cocu sur toute la ligne. Oh, je ne sais trop comment cela m'est venu. Dans ma bibliothèque de Bohême, je m'ennuyais si fort. Je me sentais vieux, flétri, fatigué. Et alors, Casanova, c'est tout à coup que vous vous êtes mis à rédiger vos mémoires. Oui, et je me suis senti aussitôt rajeunir, comme régénéré. Oui, mais pour cet entretien, je suis un peu mieux armé, car vos mémoires, Casanova, ont été un peu mon livre de chevet. Curieux pour quelqu'un qui se plaint de n'avoir été qu'un pauvre cocu. Non, logique. C'est probablement l'explication. Vos débuts dans la carrière amoureuse furent très précoces, n'est-ce pas? J'avais entre 11 et 12 ans. J'étais en pension chez le docteur Gozzi, jeune prêtre de 26 ans qui vivait avec ses parents et sa jeune sœur, Bettine, âgée de 13 ans. Mais elle était beaucoup plus délurée que moi. Lorsque j'étais encore au lit, elle venait me peigner, puis elle me lavait le visage, le cou, la poitrine. Enfin, elle s'avisa que mes cuisses avaient besoin de ses bons offices. Elle s'y employa, elle remonta, et il arriva ce que la nature commandait. Et elle n'y a point participé. Si, mais pas comme vous l'entendez. Sa virginité n'eut pas à en souffrir. Soyez assurés qu'après son départ, j'étais au désespoir de ne pas avoir suivi mon penchant. Ce fut partie remise. Mais non. Non, car survint un de mes condisciples, Candiani. Il avait 15 ans. Et lui obtint ce que je désirais si fort. Je fus berné pour la première fois, Rebouille. Vous n'en avez pas le privilège, vous voyez. Mais j'avoue que j'en fus malheureux. Mais vous eûtes bientôt les consolations de la religion, car vous fûtes abbé. J'ai entrepris les études nécessaires. À 17 ans, j'étais docteur en droit civil et en droit canon. Ma thèse, dans cette dernière discipline, défendait le droit des Juifs à construire de nouvelles synagogues. Hélas, un jour en chaire, à Venise, je fis scandale. Il faut dire que j'étais un peu gris. Néanmoins, vous avez persévéré.
Et on vous retrouve un peu plus tard au séminaire de Murano. Oui, où j'eus la honte d'être agenouillé, bras attachés dans le dos, sous le prétexte qu'on m'avait surpris avec un petit camarade. Dans mon lit. Prétexte ou réalité? Réalité, sans doute, mais qu'importe. Alors, je n'ai pas à vous juger, mais malgré tout, vous avez été secrétaire d'un prélat. Oui, le cardinal Aquaviva. Mais aussi d'un franciscain analphabète. Ce saint homme avait les poches de sa bure toujours pleines de confitures et de saucissons. C'est à ce moment, à Ancône, que j'ai rencontré une esclave grecque, propriété d'un marchand turc. Quand je dis rencontrer, c'est ambigu. Nous étions retenus au lazaret, en quarantaine. Elle était à l'étage au-dessous de moi, mais par un trou dans le plancher, nous eûmes entière satisfaction. Et c'est tout ce que j'ai connu d'elle. Mais quelles acrobaties. Et à propos de Turc, et ce séjour à Constantinople où vous avez prétendu que les portes d'un harem s'étaient ouvertes devant vous? Oh non, je ne puis rien affirmer, c'est si loin. J'en suis encore à me demander si je n'ai pas rêvé. Non, je ne sais plus. Oh, c'est bien dommage. J'eusse aimé entendre un témoignage sur ces lieux de sauvagerie. J'ai appris qu'il y régnait l'intrigue et souvent le drame. Et par-dessus tout, l'ennui le plus désolant. Mais à Constantinople, je l'ai échappé belle. Un certain Youssouf avait l'amitié encombrante et voulait à toute force me faire épouser sa fille, sous la condition que je me convertisse à l'islam, après un séjour de préparation d'1 an que je devais passer à Andrinople pour y apprendre l'essentiel du Coran et de la langue turque. N'ayant aucun goût pour me coiffer du turban, je réussis à m'enfuir. Non sans un léger regret, car la fille était fort avenant. Oh, le salut dans la fuite était une solution de sagesse. Les Turcs de l'époque n'hésitaient pas devant la violence, la moins grande étant la prison. Ah, vous en avez connu plusieurs. Oui, pris comme j'étais d'indépendance, je ne m'y sentais pas chez moi. Je n'ai subi que trop souvent cette contrainte. Ça a commencé à Venise. Lorsque vous avez été enfermé au plomb? Non, c'était ma 2e prison. Mais déjà, à ma sortie du séminaire, on m'a logé au Fort Saint-André. C'était fort loin de l'horreur des plombs. Que vous reprochait-on? Oh, pas grand-chose. J'avais vendu des meubles qui n'étaient pas tout à fait à moi. Pas tout à fait ou pas du tout? Je crois bien que c'était pas du tout. Mais Saint-André n'était pas désagréable, loin de là. Compagnie de qualité, bonne table et des esclaves pour nous servir. J'ai connu une grecque. Oui, déjà, vous voyez, je faisais un peu l'écrivain public pour les illettrés. Cette charmante grecque voulut me payer en nature. Comment refuser? Hélas, elle m'a laissé un cuisant souvenir, le premier malheureusement d'une longue série. Et pour votre séjour au plomb, quel était le chef d'accusation? Un peu d'alchimie, de sorcellerie, de libertinage philosophique. C'était d'autant plus injuste que je ne croyais pas beaucoup aux pratiques occultes. Mais j'ai un tout aussi mauvais souvenir de mon temps de prison en Espagne. Et cela aurait pu se terminer de façon plus sanglante. Je n'en menais pas large. Et quel était votre méfait? On prétendait que je m'étais rendu coupable d'avoir séduit la maîtresse du vice-roi. Ce n'était pas vrai. J'ai bien peur que si. En somme, un crime de lèse-vice-majesté. Oui, si vous voulez. Mais je ne savais guère résister, surtout lorsqu'on ne me résistait pas. Et même dans le cas contraire. On n'a jamais cherché à comprendre mes motifs. Voyez, lors de l'affaire qui m'a conduit au plomb, je vous ai dit que je ne croyais pas à la sorcellerie. Et pourtant, on m'a enfermé. Et pourtant, plus tard, à Grenoble, il m'est arrivé une étrange aventure. Je fis la connaissance d'une mademoiselle Roman, dont je fus fort épris. Mais en vain. Il est vrai que dans le même temps, je me consolais avec les 2 filles de son concierge. Tout d'abord séparément, puis après beaucoup de diplomatie de ma part, ensemble. Oui, mais passons. À l'époque, je faisais des horoscopes. Et vous y croyez? Oh, en aucune façon, mais cela m'amusait. Je fis le sien à mademoiselle Roman. Je ne sais ce qui m'a pris. Je lui ai déclaré qu'il fallait impérativement qu'elle allât à Paris, qu'elle serait la maîtresse de Louis XV, qu'elle lui donnerait un fils. Elle me répondit qu'elle n'en avait pas les moyens. J'y pourvus en lui donnant une forte somme et ne croyant nullement à cet avenir doré. Et elle est partie pour Paris? Bien sûr. Elle se nomma, dès son arrivée, mademoiselle de Roman. Elle vit le roi, elle devint sa maîtresse. Il la fit baronne de Milly-Coulonges. Puis ce fut la naissance du fils, Louis-Aimé de Bourbon. Ce dernier devint prêtre, chanoine honoraire de Paris et mourut au cours d'un voyage à Naples, à l'âge de 25 ans. Vous n'avez jamais récidivé dans vos prédictions? Il ne faut pas forcer son talent. Et puis, si je n'ai pas toujours été d'une délicatesse scrupuleuse, ce fut en raison de la vie que j'avais choisie, car je l'avais voulu.
Et j'ajoute que je n'ai peut-être pas été parfaitement honnête homme, mais je sais que les sentiments que je chérissais dans ma première jeunesse étaient beaucoup plus délicats que ceux auxquels je m'étais habitué à force de vivre. J'ai toujours tenté d'être un homme libre, et je crois bien que ce que je recherchais par-dessus tout, c'était le plaisir d'exister sur la terre. Oh non, Étienne, tu ne vas pas encore te rendormir. Oh, j'étais si bien. Si tu le savais, Ninon. Quoi, Ninon? Ah oui. Pas de quoi faire une scène, Simone. Je rêvais à Ninon de l'enclos. Tu en as des relations. Et alors, c'était bien? Oh, c'était bien mieux que ça, je peux pas t'expliquer. Oh, sois gentil de les prendre, s'il te plaît. Allô? Oui, il est là, je vous le passe. Allô? Ah, c'est vous, Soubera. J'espère que vous ne dérangez pas pour rien. Hein? Quoi? Toute la bande des Corses, au grand complet, et en flagrant délit. Alors là, bravo. Et sans histoire. Oh, la bavure. Non. Ouais, mais la légitime défense, pour d'autres, ce sera la bavure. Il est mort? Ah, c'est dommage. Je l'aimais bien, Napoléon, la grande gueule. Oh, de toute façon, je porterai le chapeau. Alors, je regrette de ne pas avoir été là. Décidément, quoi qu'il arrive, je suis toujours le cocu. Je vous rejoins tout de suite. Tu crois que j'apprécie cette histoire de cocu? Mais c'est rien du tout. Il m'a dit que ça n'avait aucune importance. Qui t'a dit ça? Mais Napoléon. Napoléon, la grande gueule? Mais non, l'autre. Quel autre? L'autre, eh ben... Écoute bien, je pourrais peut-être m'expliquer, mais seulement si tu m'apportes mon café. C'était Les Tréteaux de la nuit.